Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. On vous dit un peu marteau et pas seulement parce qu'il a été votre instrument de travail. Il vous arrive aujourd'hui de donner encore des tours de vis dans un univers où vous vivez vraiment votre passion. Bonjour Francis Lombraille. Bonjour Jacques Pessy. Alors, vous êtes directeur de théâtre, comédien, en ce moment il y a Garde à vue et 12 hommes en colère au Théâtre Hébertot, on va en parler, mais on connaît votre nom, on ne connaît pas votre parcours, et votre parcours est passionnant parce qu'il y a eu différentes vies. Et on va commencer par raconter la première vie à travers une date, le 5 décembre 1978. Ça vous dit sans doute rien. En fait, c'est la première fois que vous passez à la télévision. Il y a un reportage sur les nouveaux commissaires-priseurs. Vous en souvenez ? Ah oui, oh là là, c'est loin, oui, effectivement. Oui, j'ai prêté serment le 9 juillet 1976. Alors, cette télé, vous avez 28 ans et on explique que vous devenez un modèle du commissaire-priseur moderne en travaillant comme un chef d'orchestre. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, je vais aller chercher de la matière artistique dans des endroits pour lesquels il n'y a pas de visite de commissaire-priseur. Donc je vais voir les artistes, je vais voir les créateurs, je vais voir les grands professionnels qui s'occupent eux-mêmes de la création artistique. Et ça, jusqu'à cette époque-là, les commissaires-priseurs ne faisaient pas ça. Ils faisaient plutôt des successions, des inventaires, des saisies. Voilà, mais c'est très sérieux surtout. Et vous, quand on voit par exemple cette séquence où le public rit, vous êtes un chef d'orchestre, vous surenchérissez, vous remerciez les acheteurs, ça devient vraiment un spectacle. Oui, c'était un petit peu un spectacle. Ben oui, j'ai changé. Il y avait un partage entre moi et entre le marteau et les gens qui venaient éventuellement pour acheter ou pour assister à la vente. Oui. Et aujourd'hui, bon, ça paraît banal, mais à l'époque, vous êtes l'un des pionniers de ce qu'on appelle les ventes de luxe avec les catalogues de luxe, des choses que personne ne faisait avant, Francis Lombraille. Absolument. On ne vendait pas les choses de très haut prix comme ça facilement. Et surtout, moi, j'avais imaginé avec un de mes amis les avances sur vente. J'avais trouvé un organisme financier qui pouvait faire des avances sur vente aux gens qui voulaient vendre leurs biens. Maintenant, ça se fait tous les jours, c'est monnaie courante. Mais à l'époque, j'étais le seul à le faire. Oui, alors je me suis un peu renseigné. La première vente aux enchères publiques, elle remonte à 146 avant Jésus-Christ. Les Romains ont dispersé sous la présidence du consul les trésors pillés dans les cités grecques. Oui, en effet, oui. Donc vous avez bien changé depuis les choses. Alors, ce métier est difficile et ce métier, vous êtes un électron libre dans un univers qui a évolué parce qu'à l'époque, on vendait pas des minéraux, on vendait pas des bijoux, on vendait rien d'original. Oui, très peu d'art primitif, très peu d'art déco, très peu d'art nouveau. Enfin, dans les années 75-76, c'était vraiment le départ de tout cet intérêt pour différents secteurs de la création artistique mobilière. Oui, en même temps, c'est un univers que vous avez connu tout jeune. Vous êtes passionné pour l'histoire de l'art. Vous êtes né à Bordeaux, je crois. Absolument. Et puis vous avez été formé par un commissaire-priseur qui, lui, s'intéressait déjà au moderne et au contemporain. Francis Oui, Lombraille. Maître Blache, absolument. Voilà. Et vous avez découvert un jour un lieu que Barbara a chanté. Dans ce vieux lit cassé en bois de palissandre, que tombes enlacés ont rêvé à Satan. Vous connaissez cette chanson, Drouot ? Oui, bien sûr. C'est vrai que Drouot, c'est l'hôtel Drouot, c'est un lieu que vous connaissez par cœur. Ah oui, ça, je le connais non seulement par cœur, et j'ai même connu l'hôtel Drouot lorsqu'il était à la gare d'Orsay, qui est devenu après le musée d'Orsay. Même... Et effectivement, et d'ailleurs Drouot a servi de décor à un film qui s'appelle Comment voler $1 million, où on a l'expertise d'un faux Cézanne. Car quand on est expert commissaire-priseur, il faut différencier le vrai du faux. Ah oui, ça c'est indispensable, oui. Et c'est difficile, c'est compliqué ? C'est compliqué, quelquefois, il y a des dossiers qui sont un petit peu ardu, mais nous avons des grands spécialistes, enfin nous avions des grands spécialistes pour s'occuper de ça, des grands experts et des grands historiens, bien sûr. Mais effectivement, le métier de commissaire-priseur est assez rare et assez peu connu, parce qu'il faut savoir faire tout ça, Francis Lombraille. Oui, c'est un métier où il faut savoir beaucoup de choses et surtout savoir mener un dossier d'une façon très perspicace. Faut aller voir vraiment les bonnes personnes et faut être l'instrument positif du dossier. Oui, surtout dans l'art contemporain qui a longtemps fait sourire. Oui, qui a longtemps fait sourire et qui maintenant est devenu là où se
se passe le plus de records du monde au niveau des enchères. Et au début, personne n'y croyait à l'art contemporain. Moi, je me souviens de mes premiers reportages au Grand Palais où c'était Daniel Spoerry qui exposait les restes de son petit déjeuner. Ça faisait sourire tout le monde. Oui, ça fait sourire tout le monde, mais à l'heure actuelle, vous voyez, là, vous avez une pièce sur Rothko actuellement qui s'appelle Rouge, au théâtre Montparnasse à Paris, et à l'époque, Rothko faisait sourire. Oui. Voilà, on achetait un Rothko moins cher, bien moins cher qu'un Bernard Buffet. Voilà. Alors ça, c'était votre première vie. Il y en a eu d'autres. On va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 24 avril 1991. A tout de suite sur Sud Radio avec Francis Lombraille. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Francis Lombraille. Alors, vous êtes directeur des Berthaud, vous avez été commissaire-priseur, et j'ai une date importante pour vous, c'est le 24 avril 1991. C'est la sortie d'un film qui s'appelle La Pagaille. Ça vous dit quelque chose de Pascal Thomas ? De Pascal Thomas. Ce sont vos débuts, je crois, au cinéma comme figurant. Des débuts très timides. Hein. C'est-à-dire ? D'ailleurs, je jouais, je crois, un commissaire-priseur. Oui. Et c'était pendant très très peu de temps. Effectivement, j'étais pris dans mon propre rôle. Voilà. Ce film était d'ailleurs un tableau vivant, mais de la société et de la famille. Et vous allez vous dire comment dans cette histoire ? Oh là là, vous savez, c'est tellement loin. Mais en tout cas, j'étais ravi de participer à une aventure cinématographique avec Pascal, qui est un garçon qui a beaucoup de talent et qui a une singularité qui est la sienne. Enfin, il a une vraie personnalité. Ses films ne ressemblent qu'aux siens. Oui, et en plus, il engage parfois les acteurs qui ne sont pas acteurs. Voilà. Il a fait faire ses débuts à Pierre Lescure au cinéma, dans le rôle d'un commissaire qui déjeunait rue Rousselet, alors qu'il était PDG de Canal+, le nom d'André Rousselet. D'André Rousselet, le patron. Ouais. Alors, ça vous a donné, ça a été le point de départ de votre carrière. Ensuite, il y a eu des téléfilms, il y a eu Une odeur de poudre, vous avez joué. Et il y a eu aussi le bal du Moulin de la Galette. Oui, absolument. Le Vernicrac. C'était un film, je crois, enfin si on parle bien du même, de Daniel Jeannot. Exactement, et vous jouiez un contemporain de Toulouse-Lautrec qui s'appelait Jules Roch. Absolument, qui était un directeur de journal et pas très honnête, même carrément malhonnête. Oui. Et Toulouse-Lautrec, on sait qu'il elle l'adorait, la Goulue, elle l'appelait le monsieur qui a des lèvres en rebord de baignoire. C'est une belle expression. Donc, finalement, le cinéma, ça a été le point de départ de votre vraie carrière. Oui, enfin, je sais pas si on peut... Oui, c'était de la caméra. Enfin, c'était la caméra. Mais ce qui me passionnait vraiment, avant tout, c'était le théâtre, le plateau. Oui, d'accord, mais en même temps, vous avez quand même fait du cinéma et des expositions en même temps, puisque vous avez réalisé une exposition autour d'un film culte qui a été prix de la mise en scène à Cannes, qui était Taxi Blues. Ah oui, absolument. J'ai fait... Bravo. Alors là, incroyable que vous ayez trouvé ça. Et oui, j'ai fait toute une exposition sur Taxi Blues, absolument, avec toutes les chambres moscovites, le chaos. J'étais exposé à la galerie de l'Obsidienne à l'époque. Et d'ailleurs, ça a eu pas mal de succès. Oui. Oui. Mais en même temps, la comédie, ça vous taraudait. Et je sais que, adolescent, vous avez rencontré quelqu'un qui nous manque beaucoup. Non, je serai jamais vieux. C'est-à-dire ? Moi, vieux, c'est pas dans les... On Patrick devient vieux à Devers. partir du moment où on a Ah, peur Patrick, oui. Alors que j'avais rencontré avec Alexandre Joffé, puisque on devait faire un film sur le livre de Fernand Pouillon, Les Pierres Sauvages. Oui. Et Patrick Devers faisait partie des gens que l'on avait appelés dans la distribution. Oui, et Fernand Pouillon était un grand architecte qui a eu plein de problèmes, qui a fait des immeubles très modernes à bas prix et qui a eu quelques soucis avec la justice avant d'être réhabilité. Oui, absolument. Mais nous, ce qui nous avait intéressé, c'était les pierres sauvages, la construction de l'abbaye cistercienne du Toronnet, quelque part. Et c'était un véritable western, ces pierres sauvages. Mais malheureusement, ça s'est pas fait. Alex Joffé devait faire le film ? Alexandre Joffé devait faire le film, oui. Puis il y a eu des problèmes. Et puis je crois qu'il est tombé malade. Enfin, ça a été compliqué. Voilà. C'était Jean Orange qui avait fait le scénario. Tout à fait. Et ça ne s'est pas fait. Alors, il y a eu aussi, avec Devers, quelques soucis lorsqu'il a tourné Les Valseuses avec Depardieu.
il mettait la pagaille sur le tournage. Bertrand Blier n'en pouvait plus, je ne sais pas si vous le savez. Ah non, ça, C'est je vrai. ne sais pas, non. Et à tel point qu'un jour, ils font une scène où ils doivent fuir, et ils fuient tellement qu'ils ne reviennent pas après. Ça a créé une journée de tournage dramatique pour eux. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, je crois, Francis Lombraille, c'est Laurent Terzieff. Oui, j'ai rencontré aussi Laurent Terzieff dans le cadre de ce projet des Pierres sauvages de Fernand Pouillon que devait réaliser Alexandre Joffé avec le scénario de Jean Orange. Et là, j'ai eu cette chance de rencontrer 2-3 fois, je crois que c'était rue Augereau à Paris, dans un petit restaurant vietnamien, Laurent Terzieff avec qui j'ai pu échanger, où j'ai eu des moments très privilégiés et vraiment un homme exceptionnel. Et alors lui m'a encouragé à aller vers le théâtre. Oui, car il ne vivait que pour le théâtre. Ah oui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Catherine, sa sœur, essaye de publier des inédits, des images, des photos. Elle a beaucoup de mal parce que dans le théâtre, on est très vite oublié, hélas. De toute façon, le théâtre, c'est un sport de combat. Hein. C'est un véritable, surtout le théâtre privé. Le théâtre privé est un sport de combat, il faut être armé. Le théâtre, c'est votre passion, Francis Lombraille, depuis l'enfance. Bon, vous avez été commissaire-priseur pour rassurer vos parents, mais Exactement. en fait, vous n'aviez qu'une idée, c'est la comédie. C'est d'être comédien. Moi, je voulais être comédien. J'étais très proche de Bruno Pradal. On avait fait un petit peu la fin de nos études ensemble à Saint-Germain-en-Laye. Bruno est parti après faire son service militaire, où je l'ai retrouvé à Romilly-sur-Seine. Et ensuite, il a été engagé dans Mourir d'aimer avec Annie Girardot. Je devais suivre, proche de lui, en tout cas, une carrière de comédien. Mais je comprenais quand même que ça faisait pas très plaisir à mes parents. Puis après, ma mère est tombée malade. Mon père m'a demandé d'aller vers ce qu'elle espérait pour moi. Et puis, en réalité, si ça a pu la faire vivre 15 années de plus, j'en suis absolument ravi. Je ne regrette rien, en tout cas. Non, et vous ne regrettez pas non plus d'avoir créé le théâtre à domicile dans votre maison du Cap Ferret. Ça, c'était Absolument. Original. Qu'est-ce que c'était? Ça, c'était en 2005. Je savais pas trop quoi faire dans cet endroit qui était magnifique à la pointe du Cap Ferret. Et j'ai décidé d'en faire une salle de théâtre amateur où les gens viendraient et où on pourrait produire quelques pièces d'une façon tout à fait... j'allais dire... bénévole, absolument. Et j'ai réussi à avoir des droits d'amateur comme ça. Nous avons joué Art, nous avons joué Pour un oui ou pour un non, nous avons joué Cravate Club. Et il y a eu énormément de monde qui est venu. Et Claude Sarraute, qui faisait partie des gens qui étaient venus voir ce que nous faisions, m'a conseillé d'aller à Paris et de faire mon boulot à Paris, quoi. Oui, et justement, alors vous avez commencé non pas par Paris, Francis Lombraille, vous avez fait un détour par Avignon avec le Festival d'Avignon qui marque vraiment vos débuts dans le monde du théâtre. Absolument, oui, avec Cravate Club, oui. Et avec une mise en scène de Anne Bourgeois. Et je dois dire que Anne Bourgeois m'a beaucoup aidé. C'est une femme qui est merveilleuse, qui a un talent fou. Et Marie-Cécile Renaud, l'agent littéraire, qui était à l'époque d'ailleurs agent littéraire de Yasmina Reza, m'a beaucoup encouragé à continuer dans cette voie. Et j'ai pu partager ce plateau avec Denis Maréchal dans Cravate Club, où on a eu énormément de bonheur ensemble. Alors, Cravate Club, c'est une histoire d'architecte. On n'est pas loin de Pouillon. Et en même temps, les cravates, ça laisse un souvenir à celles et ceux qui ont connu Patachou, qui était une grande chanteuse. Elle avait un cabaret à Montmartre. Et la tradition voulait que quand on arrivait avec une cravate, elle vous coupait la cravate avec des ciseaux, elle l'accrochait au plafond. Parce qu'un jour, elle l'a fait à un client, et ça a été une telle pub qu'elle a recommencé tous les soirs. Et vous voyez ce décor immense de cabaret avec des centaines de cravates au sommet. C'est de l'art contemporain aussi maintenant. Exactement. Alors ensuite, vous avez vraiment commencé à Paris, dans un petit théâtre lucernaire, vous avez joué Box Office. Box Office, absolument. C'était en anglais Speed the Plow, que Dieu nous aide à pousser ou à tirer la charrue. Et là aussi, j'ai joué avec un garçon qui s'appelle Philippe Sivy, qui est un garçon qui est en fauteuil roulant, qui est un acteur absolument fantastique, et une jeune femme belge qui s'appelle
Nina Drake. Et on a eu beaucoup de bonheur à jouer cette pièce dans ce lieu magnifique qui est le Lucernaire. Oui, alors justement, vous avez un métier de commissaire-priseur, vous gagnez bien votre vie, et vous allez au Lucernaire pour débuter. Ça, c'était vraiment même presque plus fort pour vous que le reste. Ah oui. De toute façon, rien n'est plus fort pour moi que le théâtre. L'autre jour, j'entendais Christophe Barbier dire rien ne peut dépasser le bonheur puisqu'il est comédien aussi, rien ne peut dépasser ce bonheur que d'être comédien sur un plateau et d'interpréter une pièce qui vous tient à cœur. Vous étiez vraiment dans votre univers. Lorsque vous êtes monté pour la première fois sur la scène du Lucernaire, vous avez ressenti quelque chose de particulier ? D'abord, j'ai eu une trouille bleue. J'ai eu un trac, remarquez le trac, on l'a d'une façon, mais j'ai eu très peur, et puis on est très proche du public, et je devais défendre une pièce donc américaine qui avait été adaptée, et vous savez, les pièces de Mamet, il y a des injures, il y a des mots un petit peu orduriers, etc. C'est pas évident pour quelqu'un qui, entre guillemets, qui débute. Oui, mais qui réalise son rêve en même temps. Et qui réalise son rêve. Ah oui, là, je réalisais mon rêve. Vous n'avez pas fait de cours de comédie en plus ? Non, j'ai travaillé avec une femme qui a beaucoup travaillé avec Ariane Nouchkine, qui s'appelle Juliette Plumcock-Mèche, qui m'a beaucoup aidé. Et puis surtout, j'ai été entouré avec Anne Bourgeois, avec justement Charles Torgman, tous ces metteurs en scène formidables, Ladislas Chola. Oui, mais ça veut dire qu'on peut apprendre ce métier sur le terrain. Oui, c'est ce qu'avait fait, excusez-moi, je me compare pas à lui, mais c'est ce qu'avait fait quelqu'un comme par exemple Lino Ventura. Exactement, oui, qui est arrivé pour un film où il ne voulait pas jouer. C'est une nature d'être comédien, pour certains rôles en tout cas. Alors, la pièce s'appelait Box Office, et on pense qu'aujourd'hui, Box Office, c'est juste des résultats financiers. En fait, en anglais, dans son acception première, Box Office, c'est l'emplacement où étaient vendus les billets. Oui, absolument. Et ça, on l'oublie un peu trop aujourd'hui. Alors, finalement, vous réalisez un rêve, et puis le rêve continue, parce qu'après cette pièce, vous allez racheter avec Éric Emmanuel Schmitt le théâtre Rive Gauche, qui est en perdition. Voilà, nous rachetons tous les deux ce théâtre, et on installe la première pièce, qui est une adaptation que Éric Emmanuel avait faite du journal d'Anne Frank. Et on la joue à 21h, et à 19h, je joue dans ce théâtre, à tort et à raison, de Ronald Harwood, avec des comédiens absolument merveilleux. D'ailleurs. Absolument, mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce théâtre est en perdition. Du jour au lendemain, il est plein, pas avec un nouveau public. Absolument. Donc ça veut dire que quand même, il y a une véritable attente du public d'avoir des choses de qualité, qui les passionne, qui les intéresse, qui les instruise à Paris et en France. Voilà, c'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui vous fait vivre. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 17 septembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Francis Lombrail. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Francis Lombrail, directeur du théâtre Hébertot, également comédien, puisque le 17 septembre dernier, c'est la première de Garde à vue. Alors Garde à vue, au départ, c'est un film que tout le monde connaît, avec Lino Ventura et Michel Serrault, et vous avez fait une pièce de théâtre, mais en partant du roman initial, Francis Lombrail. Voilà, en partant de Brainwash, de John Renwright, un auteur anglais, et qui raconte l'histoire en réalité que Miller a travaillé avec Lino Ventura et avec Michel Serrault et Romy Schneider et Guy Marchand, oui. D'une manière d'ailleurs absolument remarquable, voilà. Mais l'histoire était tellement forte, le rapport entre les personnages est tellement fort que j'ai lu le roman, je l'ai fait traduire, et si vous voulez, j'ai fait de ces personnages, aussi bien du commissaire, de l'inspecteur, du suspect ou de la femme du suspect, des gens eux-mêmes entièrement fissurés d'une façon ou d'une autre, par la vie. Donc, quelque part, ils sont tous coupables de quelque chose. Voilà, même celui qui interroge, il a quelque chose à se reprocher. Donc, c'est une véritable étude de caractère, et l'effet boomerang qu'il y a entre eux, qui aboutit au résultat que l'on connaît, dont je ne vais pas parler ici, qui est un coup de théâtre, et qui révèle la nature humaine avec tout ce qu'elle a et
de pas très joli et de très drôle, parce qu'il y a des grands moments d'humour. En réalité, c'est vrai qu'il y a des petits... C'est une garde à vue parce que quelqu'un est suspecté d'avoir violé et tué des petites filles. On n'est absolument pas sûr que c'est lui, mais va se révéler dans ce fait divers atroce, il va se révéler des traits de caractère à qui, à un moment donné, nous ressemblons tous plus ou moins, de près ou de loin, et qui font qu'il y a des travers qui amènent, même dans les choses les plus graves, à sourire et quelquefois même carrément à rire. Alors, il se trouve que Michel Audiard est parti comme vous du roman, qu'il avait découvert, il en a fait un film, d'ailleurs que je crois qu'Yves Robert et Costa Gavras ont refusé, c'est Claude Miller qui l'a finalement tourné. Serrault et Ventura, pour être vraiment dans la peau des personnages, ne se parlaient pas entre les prises, pour vraiment jouer la difficulté de s'affronter sur le plateau, et vous l'avez adapté, et adapter un roman ou adapter une pièce, c'est un travail aussi très différent. Comment vous faites pour être à la fois directeur, acteur et adaptateur ? En réalité, vous savez, la direction du théâtre, c'est surtout Stéphane Prouvé qui s'en occupe, ce n'est pas moi. Moi, je choisis des sujets, puis après, on les développe ensemble, et c'est lui qui gère le théâtre. Moi, en réalité, j'ai une telle passion de certains sujets, des huis clos dont on parle là, et qui fait que j'ai vraiment envie de dire et d'écrire ce que je ressens, ce que j'ai ressenti, ce que je ressens, et qui structure des personnages d'une façon, je crois... apparemment très intéressante, puisque les retours sont excellents, quoi. Alors, vous jouez le rôle de l'inspecteur, donc je fais un peu ce que faisait Serrault au cinéma. C'est dur d'assurer une relève comme ça. Vous voulez dire Guy Marchand ? Guy Marchand, je veux dire, Guy Marchand, oui. C'est dur d'assurer une relève, parce que Guy Marchand était un personnage... oui, formidable. Mais moi, j'en ai fait quelqu'un de très différent. En réalité, le personnage que je joue, qui est inspecteur, qui s'appelle Bertil, est un homme un peu à œillère, un peu d'extrême droite, qui a été d'abord militaire en Algérie, qui n'a pas les mains très très propres, qui a été transvasé dans la police parce que peut-être que les militaires n'en voulaient plus trop, pour des raisons que l'on ne connaît pas, mais qui ressortent dans la chair du personnage. Et en même temps, il est très humain. Il a quelque chose de très humain. Il ressemble à beaucoup de gens qui vivent, qui votent tous les jours, qui disent, voilà, je suis pour, je suis contre, ça c'est gris, ça c'est blanc, ça c'est noir. Voilà, donc vous avez ce personnage-là, et puis qui tranche avec le personnage du commissaire, qui est, lui, un personnage un petit peu fatigué, un petit peu alcoolique mondain, quitté par sa femme, qui est un peu seul, mais qui veut absolument trouver l'assassin de ses petites filles et le violeur de ses petites filles. Oui, voilà. Alors en plus, quand le film est sorti, je crois, c'était l'avant-dernier film de Romy Schneider, garde à vue, on ne parlait pas beaucoup des gardes à vue, aujourd'hui, elles sont quotidiennement dans les journaux. Vous êtes dans l'actualité, Francis C'est Lombrail. l'article 62.2, à partir du moment de cet instant, vous êtes placé en garde à vue. Je crois que ça concerne beaucoup de monde à l'heure actuelle. On suit dans les journaux d'une façon régulière des gens connus ou moins connus, mais qui sont placés en garde à vue. Voilà, il y en a de plus en plus. Et vous avez donc fait cette version avec Thibaut de Montalembert, qui est vraiment votre complice de théâtre. On l'a reçu dans Les Clés d'une vie. C'est quelqu'un avec qui vous travaillez en permanence. Vous avez toujours des projets avec lui. Ah, mais Thibaut, d'abord, est un homme que j'estime très fort. D'abord, c'est un formidable comédien, et humainement, c'est un homme... merveilleux. Il m'a fait confiance, c'était pas évident. Il m'a fait confiance dans la pièce Dépendance de Sharif Gattaz, que l'on va jouer d'ailleurs au Rond-Point bientôt. Et donc, et pour moi, il s'est imposé comme étant le personnage qui pouvait être à la place de Michel Serrault. Et d'ailleurs, il l'interprète d'une façon très, très brillante. Alors, vous avez travaillé avec lui beaucoup dans votre bureau, parce que ce qu'il faut vous préciser, et on l'a pas encore raconté, c'est qu'un jour, vous avez eu l'opportunité de racheter un théâtre, ce qui était votre rêve, le Théâtre Hébertot. Bon, il était en situation très difficile, voire extrême, et vous avez réussi à le sauver, Francis Lombrail. Voilà, d'abord, j'ai eu cette chance d'avoir Robert Hirsch près de moi, qui m'a dit, si vous voulez, Francis, je reprends Le Père, de Florian Zeller. Donc déjà, ça a été une chance, et puis on a fait une exploitation du Père qui était encore meilleure que la première. Ensuite, j'ai eu Michel Bouquet qui est venu jouer le Roi Semeur.
ensuite À tort et à raison, ensuite Les cartes du pouvoir, qui avait été mis avec Raphaël Personnaz et Thierry Frémont, Roxane Durand, Élodie Navarre, enfin des... Donc dans la tradition du théâtre des arts qu'avait lancé Jacques Hébertot, c'est-à-dire un théâtre non pas de comédie, mais un théâtre de profondeur, d'écriture. Voilà, c'est où se révèlent les travers et les deux travers de la nature humaine, où nous sommes en même temps pathétiques parfois, très drôles d'autres fois, touchants, émouvants, enfin, tout y passe, quoi. Oui, mais c'est un risque aujourd'hui, alors que de grands entrepreneurs rachètent des théâtres pour faire, je dirais, du moderne, du contemporain. Vous avez choisi, vous, de mêler le moderne et le contemporain, mais d'une qualité particulière. Voilà, moi j'essaye de coller à la vie de tous les jours, c'est-à-dire à mon époque. Déjà, alors mon époque, pour moi, c'est un siècle, 50 ans avant, et j'espère le plus possible après, et montrer tout ce qui me paraît intéressant. Et vous voyez, quand j'ai refait l'adaptation de 12 hommes en colère, je ne pensais pas que ce soir, on allait jouer la 250e, où des jeunes viennent de partout, de Paris et même de la province, voir cette pièce qui est absolument fantastique. Qui est un classique. Pardon ? C'est un classique du cinéma. Qui est un très grand classique et qui est indémodable, qui est quelque chose que l'on peut comparer à tout ce qui se passe actuellement entre nos murs. Alors, vous avez pris un risque, effectivement, Francis Lombrail, et vous avez pris un risque grâce à quelqu'un dont on va entendre la voix. Il y a une grande différence entre le réalisme et l'illustration. L'un des plus grands peintres anglais, Francis Bacon, il est le gardien de ce théâtre grâce à un tableau. Voilà, grâce à un tableau que j'avais acheté en 1993, en pleine guerre du Golfe, je m'en souviens très très bien. Puis j'avais rencontré surtout Bacon, moi, en 1976. Autour d'une bière, je crois. Pardon ? Il y avait autour d'une bière. Autour d'une bière, absolument, au coin de la rue du Bac et du boulevard Saint-Germain, où il y avait encore un café là. Et j'ai pu acheter ce triptyque que j'ai gardé pendant 23 ans. Alors, vous l'avez acheté de façon particulière, vous allez à la FIAC, le tableau est par terre et vous dites c'est le tableau de ma vie. Il y a 3 petits panneaux par terre. Je regarde ce qu'il y a derrière. Georges Dyer, 1963... ancienne collection Randall, et je dis à Leslie Waddington, tu vois, ça c'est mon tableau. Il m'a dit, mais c'est complètement ridicule, tu l'as pas vu, tu l'as pas regardé, tu l'as pas retourné. Je lui dis, c'est mon tableau. Avant de le retourner, dis-moi combien tu le vends. Il me dit, je le vends tel prix, ce qui était pour moi absolument énorme. Je lui dis, ok, je vais faire tous les emprunts du monde, je vais vendre tout ce que j'ai chez moi, comme Bernard Palissy pour faire sa première céramique qui brûle tous ses meubles, mais ce tableau est à moi. Voilà. Et vous l'avez acheté, et vous l'avez donné en gage. Et je l'ai à la banque. À la banque. 20 et quelques années après pour acheter Hébertot. Voilà. Alors ce théâtre Hébertot, maintenant, donc vous êtes chez vous, vous allez le mener le plus loin possible dans cette tradition du théâtre, Francis Lombrail. Voilà, absolument. Je vais essayer de l'amener le plus loin possible, en sachant que peut-être qu'un jour, ce théâtre... Parce que je m'étais donné 10 ans. Frédéric Franck, que j'aime particulièrement, qui était un très grand directeur de théâtre. Qui avait le théâtre juste avant vous. Voilà, absolument. M'a dit, vous savez, Francis, 10 ans pour un directeur, 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est un maximum, parce qu'on est très créatif, etc. Puis après, vaut mieux faire de la production théâtrale que de la direction théâtrale. Voilà. Et bien vous allez continuer plus que ça, parce que vous lâcherez le jour où vous ne pourrez plus faire ce que vous aimez. Ah, mais le théâtre, je n'arrêterai jamais. Le comédien et adaptateur, j'arrêterai jamais. Et producteur également. Directeur de théâtre, peut-être qu'un jour, je passerai le relais à quelqu'un à qui ça fera plaisir. Vous ne regrettez pas le temps où vous étiez commissaire-priseur? Ah non, ça alors là, je regrette pas. Non. J'ai été très heureux de l'avoir fait. J'ai rencontré des gens merveilleux grâce à ce métier, mais je ne regrette. En réalité, vous savez, Monsieur Pessy, je regrette rien. Vous avez raison. Je regrette que la douleur que les gens peuvent avoir dans leur vie, je regrette qu'il y ait des gens très malheureux, je regrette tout ça, mais moi, je ne regrette rien de ma vie. En tout cas, celles et ceux qui iront voir En garde à vue du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h30 ne regretteront pas leur déplacement, j'en suis convaincu. Ouais, Merci Francis Lombrail d'avoir participé d'une vie.